qui amènent des radiations et des téléphones qui font. Ça fait 20% de 40 millions qui représentent à peu près 8 millions, si je ne m'abuse. Donc, dans ce monde, ici en RDC, par exemple, nous avons à peu près 8 millions de personnes qui ont des téléphones contrefaits. Alors, prenons le rôle ou les différents dégâts que peuvent apporter un téléphone contrefait. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais quand vous rentrez, pour ceux qui ont des enfants, les enfants prennent les téléphones, ils mettent les jeux dessus et ils commencent à les utiliser pour jouer. Ils lancent des petits jeux par-ci, des petits jeux par-là, ou par exemple, ce sont des comptines qu'on met ou des continés qu'on met pour les enfants. On leur donne le téléphone, ils regardent et on est tout content. On dit, ah, l'enfant c'est. Mais on ne se rend pas compte des radiations, on ne se rend pas compte de ce que peut causer ces téléphones contrefaits sur la santé de nos enfants. Peut-être que nous ne les voyons pas aujourd'hui, mais à la longue, nous les verrons. Alors, sachant et étant avisés en tant que gouvernement, nous nous sommes fait le devoir de lutter contre ces téléphones contrefaits. Et parmi la lutte contre les téléphones contrefaits, c'est que ces téléphones soient mis hors service. Malheureusement, heureusement, nous avons des dirigeants assez, je peux dire, bienveillants, qui, eux, ne peuvent pas se permettre de déconnecter à peu près 8 millions de personnes juste comme ça en un clin d'œil. Non. Mais par contre, ils leur ont donné de quelques jours, de quelques années, de quelques mois pour que ceux-ci se conforment à la nouvelle nomenclature ou la nouvelle norme qui est celle d'utiliser des téléphones qui répondent aux normes. Et une fois que cela sera fait, on pourra déconnecter les autres téléphones. Donc, bien sûr que quand la date limite arrivera ou lorsqu'on approchera l'échéance, beaucoup recevront des messages pour leur dire changez vos téléphones, vérifiez ceci, vérifiez cela. Et là, ça nous permettra d'avoir des téléphones corrects. Alors, deuxièmement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais bon, c'est vrai, c'est une initiative louable, c'est ceci, c'est cela, mais pourquoi est-ce que vous nous faites payer? Vous devez savoir que la plupart des pays qui sont aujourd'hui appelés, ou que nous on appelle les pays développés, ils se sont développés par les taxes. C'est en payant les taxes qu'ils ont eu à développer leur pays. Nous avons notre secteur aujourd'hui. Je vous ai parlé ici, par exemple, des CDI. Je vous ai parlé des différents projets que nous pouvons mettre en place, mais ces projets ont besoin de financement. Et étant une redevance parce que ce n'est pas une taxe, il y a un service qui est mis ou qui accompagne cette redevance. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes en mesure, avec l'argent récolté, de mettre en place plusieurs projets. Nous sommes obligés d'utiliser cet argent selon la vision de l'éclosion du numérique dans les secteurs, faire développer les secteurs. Je vous donne un tout bête exemple. Nous avons des gens qui, aujourd'hui, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est à Malembankoulou, qui aimerait faire son passeport. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, en plus de payer son transport, il doit arriver, payer un hôtel, payer sa bouffe pour avoir son passeport, faire la demande de son passeport et avoir son passeport. Mais son coût, il se voit payer 2, 3, 4 fois, 5, parfois même 5 ou 6 fois plus le prix pour avoir le passeport que celui qui est à Lubumbashi ou celui qui est à Kinshasa, par exemple. Mais cet argent récolté pourra nous permettre aujourd'hui d'informatiser tous ces services et de les décentraliser dans les différents bureaux de poste, puisque nous avons à peu près 350 ou 360 bureaux de poste répartis sur la République démocratique du Congo. Et là, un monsieur de Malembankoulou va chercher un bureau de poste, va chercher le bureau de poste le plus proche, il va entrer, il va remplir son formulaire, il va se faire capturer et il rentre chez lui. 2 semaines après, c'est le bureau de poste qui vient lui livrer son passeport. Et ça, c'est l'un des projets que le RAM va financer.
Pareil pour les permis de conduire, pareil pour l'Internet dans les universités, pareil pour différentes informatisations qui devraient œuvrer dans les différents services de l'État. Au moins, les citoyens congolais qui a payé le RAM devraient se dire, j'ai contribué à ce que un monsieur de Malembankulu puisse avoir son passeport au même titre que celui qui est à Kinshasa, que celui qui est à Mbujimaï. Cet argent sera utilisé uniquement pour le développement du secteur. Et aujourd'hui, moi, je me dis, étant dans l'état de droit, nous connaissons tous nos droits. Nos droits est de demander à ces gens qui perçoivent cet argent de rendre compte combien ils ont perçu et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Combien ils ont perçu et quel est l'impact que cela a eu à faire, l'impact positif que cela a eu à faire, a eu à apporter dans les différentes couches de la population. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des gens qui posent la question de savoir pourquoi l'OCC ne sait pas le faire. Premièrement, je réponds à cette question en disant, nous sommes une république, nous sommes une institution qui appartient ou qui est affiliée à différentes organisations. Nous avons la GESMA, nous avons l'IUT, qui est l'Union internationale des télécommunications, qui a imposé à tous ses membres de mettre en place ce système pour lutter contre les téléphones contrefaits et même le vol des téléphones. Parce que, maintenant, étant membre de ces organismes ou ces organisations, le pays ne peut que se reposer sur la tutelle du secteur pour mettre en place ce système. Deuxièmement, on me parle de l'OCC. L'OCC ne contrôle pas toutes les barrières. Combien de fois, parmi nous, des gens ont payé des téléphones, ils sont venus avec dans leur valise, à supposer que ce sont des téléphones contrefaits qu'ils apportent dans leur valise pour donner à leurs enfants, pour les utiliser ici sur place. Personne ne les a contrôlés, personne n'a été, il n'y a personne qui est arrivé pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas payé telle taxe, vous n'avez pas fait vérifier votre téléphone, vous n'avez pas. Et le système nous permet de checker ces téléphones directement parce que si quelqu'un entre avec un téléphone sans le connecter, il sera là, il pourra l'utiliser, mais le téléphone causera des problèmes. Donc, l'OCC n'étant pas présente sur toutes les frontières, l'Union internationale de télécommunications, qui aussi, pour les différents pays qui ont eu à implémenter ces systèmes, ils ont des services comme l'OCC, à qui ils n'ont pas confié ou cette tâche. C'est leur ministère qui a pris la relève en termes du déploiement, ainsi que, bien sûr, en connivence avec l'autorité des régulations. Voilà. En tout cas, merci. Je pense que vous avez vraiment brossé tous les aspects en rapport avec ça. Et j'espère bien qu'on a tous compris jusque-là. Alors, il y avait une partie, au fait, de la question. C'était celle, oui, c'était celle qui venait après, au fait, en rapport avec les différents sites d'autres la gestion du domaine. Voilà. Donc, suite à cette cacophonie qui existe à ces niveaux-là, est-ce que c'est le rôle du ministère de PTNTIC ou carrément chaque ministère fait des choses à sa manière? Pour répondre à cette question, je vous renverrai. Nous savons que le ministère, c'est un ministère transversal. Il touche à tous les ministères actuellement. Donc, dans sa transversalité, il peut permettre l'implémentation d'un système dans le ministère des Finances, il peut permettre à l'implémentation dans tel ou tel autre ministère, mais cela n'a pas encore été régi par les différents textes actuels ou par les textes actuels. Mais par contre, pour anticiper cela, nous avons, dans la mise en place de l'Agence de développement du numérique, cette agence sera à mesure de contrôler tout ça, puisqu'elle aura la transversalité définie dans ses attributions.
et même les modalités d'intervention avec les différents ministères qui sera clairement définies pour répondre justement à cette problématique. Ça fait quand même mouche que vous ayez différentes institutions au nom du point CD, différentes institutions au nom du gouv.cd et d'autres au .com, .fr, .ceci, .cela, alors que nous avons un patrimoine que nous devons gérer et qui nous permettrait aussi de déployer un système avec arborescence. Par exemple, on a un gouv.cd qui est la racine, on a ptntic.gouv.cd, finance.gouv.cd, ceci.gouv.cd, ainsi que les différentes entités. Donc, pour ceux qui ont fait l'administration réseau, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est quelque chose qui peut être abordé, mais pour l'instant, les attributions que nous avons ne nous permettent pas d'avoir ou d'agir directement ou d'interagir directement dans les différents ministères par rapport à cette question. Mais nous avons anticipé cela avec les attributions qu'auront l'ADN. Merci beaucoup. Gloria, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez prendre pour la dernière série des questions? Oui, je suis là. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Gloria Mpanga. J'espère que vous m'entendez. Bien sûr. Oui, je suis Gloria Mpanga. Je suis chargée de communication et marketing chez Jovan Group. Je vais juste poser 2 questions. Allez-y. Quelles sont les opportunités d'investissement dans le secteur du numérique ici au pays? Et aussi, existe-t-il du soutien que le ministère apporte aux jeunes qui innovent dans ces secteurs? Quels sont les documents appropriés pour être reconnus comme une entreprise informatique en République démocratique du Congo, du point de vue légal, bien sûr? Vous avez noté? Question? Et l'autre question, c'est en février 2020, l'événement EDRC a eu lieu à Kinshasa. Le ministère a présenté une feuille de route reprenant les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. C'est notamment Telcos par satellite, la télévision numérique terrestre et duale, Triple Play. Alors, quels sont les résultats face aux opportunités présentées? A-t-on eu des investisseurs? Si oui, dans quelle branche précise? Voilà les 2 questions. Okay. Ça va. Alors, merci pour tes questions. Quelles sont les opportunités dans les secteurs du numérique? Moi, je dirais que les opportunités sont partout. Partout, pourquoi? Parce que le pays n'est pas numérisé. Donc, la plupart d'entre vous sont des entrepreneurs et je vous inviterai ensemble de voir ou de vous lancer à la chasse aux opportunités, puisque les opportunités, il y en a. Il y en a énormément. Énormément. Je prendrai l'exemple du COVID avec l'enseignement. Il y en a qui aujourd'hui utilisent School App pour répondre pour faire face à cette pandémie. Il y a ceux-là qui utilisent ETLO pour faire face à cette pandémie. Il y a ceux-là qui utilisent Obischool pour faire face à cette pandémie. Nous n'avons pas que ça. Il y a les restos qui sont fermés. Il y a ces applications-là qui sont mises en place pour permettre aux gens de commander de la nourriture et se faire livrer à la maison. Pareil pour les médicaments. Il y a ceux-là qui aujourd'hui sont en train de développer des solutions de gestion des pharmacies qui leur permettent aujourd'hui, au lieu de sortir pour faire le tour des pharmacies et trouver un médicament, qui à travers leur téléphone pourront détecter ou pourront identifier la pharmacie qui a le produit ainsi que le prix. Donc, il y a plusieurs opportunités, que ce soit dans le public tout comme dans le privé. Donc, je pense qu'il y a lieu ici il faudrait ici essayer de s'identifier et de se
positionnés par rapport aux différentes opportunités que présente la République démocratique du Congo, parce que nous savons tous que les pays n'étant pas numérisés, il y a lieu de faire beaucoup, alors beaucoup d'applications. Nous ne pouvons pas nous limiter à une seule application pour aborder un seul problème. Nous pouvons en avoir 15, 16, aussi longtemps que ça nous permet de créer de l'emploi, aussi longtemps que ça nous permet de résoudre les différents problèmes ou une problématique donnée, ce sera bienvenu. Donc, il va falloir réfléchir là-dessus. Le soutien du ministère. Bon, comme je l'ai dit, le soutien du ministère, il est simple, mais il ne peut se traduire ou se présenter que par les textes. Nous avons différents programmes qui nous régissent, nous avons différents textes qui nous régissent. Le soutien ici, c'est voir comment introduire les différents actes ou quelques actes dans les nouvelles nomenclatures pour créer justement des opportunités qui peuvent être prises par les différents entrepreneurs. Je vous donne un tout petit exemple. Si aujourd'hui, vous arrivez à être un transporteur d'appels, un transporteur des appels, c'est aussi une opportunité qui, dans le temps, n'existait pas. Aujourd'hui, elle demeure, elle existe. Il suffit de payer une licence qui vous permet de transporter et vous faites un bénéfice. C'est une façon de faire. Au moins, ça lutte contre les clandestins qui utilisent les SIM-box, mais ça vous permet de vous conformer aux lois et aux exigences des opérateurs pour vous permettre de vous faire un chiffre. Donc, l'avantage ou l'accompagnement que le ministre peut faire à ce stade, c'est peut-être créer les différents actes qui pourront accompagner l'entrepreneuriat, créer les différentes intensives, comment j'appelle, les différentes subventions, peut-être aujourd'hui, qui malheureusement, lui à son niveau, ne peut pas décider seul, parce que ça touche aux finances, ça touche au budget national, puisque étant répertorié, ça sera difficile de couper. Par exemple, si on arrivait à couper ou à diminuer ou à exonérer les importations sur tout ce qui est comme matériel informatique, ce serait un grand appui au développement du secteur. Si, par exemple, on arrivait aujourd'hui aussi à éliminer la taxe d'accise sur la connexion Internet, ça serait aussi un bon appui au développement du secteur. Donc, il y a plusieurs points qui sont en train d'être révisés en ce moment. Dieu aidant, avec le ministre qui va venir, ou avec le même s'il est reconduit, ce sont des activités qui pourront continuer et permettre faciliter l'éclosion du secteur. Voilà un peu la réponse aux deux questions. Et la troisième question qui est celle de savoir, pour EDRC, si nous avons eu des investisseurs, oui, nous avons un investisseur qui s'est positionné pour les réseaux de transmission en termes du déploiement de la fibre optique. Là, nous avons 16 000 kilomètres qui sont en train d'être préparés pour les déploiements. D'ailleurs, je devrais peut-être vous donner un update là-dessus. Il y a tout ce qui est logistique qui est en train d'être fait. La commande de tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est tuyaux en HDPE qui sont en train d'être finalisés. Donc, le projet va commencer incessamment. Il y a la SPV qui a été créée. Donc, c'est vraiment en train d'avancer et très vite. Nous avons un autre investisseur qui s'est positionné pour la Poste, dans le sens où il va devoir déployer un système qui permettrait à la Poste d'avoir un moteur de e-commerce avec tri et tout ce qui va avec, et permettre aux différentes entreprises de venir en support, peut-être en termes de logistique, en termes de localisation, etc. Et aussi, il y a un autre projet sur la banque postale qui est aussi en train d'être finalisée. Donc, je viens de lire, il y a quelqu'un qui nous reproche, je crois que c'est Pascal qui nous reproche de ne pas vulgariser les actions que nous faisons. Bon, nous en prenons bonne note. Prochainement, nous commencerons à sortir des revues ou des magazines qui permettront de
de présenter un peu les différentes actions que nous faisons, que nous avons eu à mener, soit sur un trimestre, soit sur un semestre, au moins que tout le monde soit à mesure ou soit au courant et à mesure d'identifier les différentes actions et peut-être aussi de critiquer, parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des irréprochables. L'œuvre humaine est toujours entachée d'erreurs et que ce sont les humains qui peuvent aussi revenir et dire non, là, vous aurez pu faire ceci, vous aurez pu faire cela. Ce sont des choses qui peuvent arriver et qui peuvent changer. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses que nous avons initiées et que nous sommes en train de finaliser. Donc, je pense que d'ici peut-être 2023, vous aurez une vision claire de ce qui a été défini dans les secteurs et ce qui a été mis ce qui a été mis en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Paterne, pour ton temps, pour ta disponibilité. Mais comme tu as pu le remarquer, on est resté sur notre soif. Parce que je peux vous accorder encore 30 minutes, hein, parce que si au début de la session, il y a eu des questions, mais plus le débat a évolué, plus d'autres questions sont venues. Donc, je vais permettre à ce que d'autres participants interviennent. Junior, Misabiko peut intervenir pour sa question. Ensuite, nous prendrons Héritier Kandolo avant de continuer. Junior, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Oui. Alors, je crois que ma préoccupation, je peux trouver déjà une réponse. Je crois que c'était parmi les dernières phrases que Paterne a données là. Ma question, c'était par rapport à la communication. Parce que je pense qu'il y a plusieurs questions ici qui n'auraient pas dû être posées si la visibilité était plus nette. On voit qu'il y a la plupart des ministères qui communiquent par rapport que ce soit à leurs actions, que ce soit à leurs projets, ainsi de suite. Mais nous voyons que du côté du numérique, il y a vraiment une pénurie de communication. Et en voyant même sur Twitter, la page de PTRTIC, les dernières publications datent d'il y a une année, je pense, et la revue même qui était prévue pour parler de certains projets, des évolutions, elle a été promise depuis 2019. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui apparemment ne sont pas encore faites. On a besoin de ça pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Peut-être s'il y a des propositions, ainsi de suite, c'est sur base de ce qu'on peut savoir de ce qui se passe. Donc, mais je pense que, comme M. Paterne a dit qu'ils prennent bonne note, on espère vraiment que ça sera effectif et qu'on saura où est-ce qu'on va avec le numérique en RDC. Merci beaucoup, Junior, et je te salue personnellement parce que ça fait longtemps que je t'ai entendu et que je t'ai vu. Merci beaucoup et pour ta question et nous en prenons bonne note. Je sais que cette question de visibilité a été présentée, a été aussi relevée dans plusieurs débats, a été aussi évoquée au niveau du cabinet même. Et je pense que je transmettrai, puisque nous avons toute une cellule de communication, je transmettrai les différents avis et les différentes remarques par rapport à cette visibilité et nous espérons qu'ils en prendront bonne note et qu'ils vont pousser pour que l'opinion voie où nous allons par rapport à notre feuille de route et qu'on ait même un dashboard pour voir pour chacune des actions où est-ce qu'on en est, qu'on essaie d'évoluer, voir comment on évolue en termes de pourcentage par rapport aux échéances, par rapport à la vision,
voilà, je pense qu'on en tient compte et on va essayer de faire apposer pour l'optimisation et la fiabilité du point CD. Donc, dans la gestion, bien sûr, il y aura plusieurs façons de faire. Il y aura des intégrations, de la monnaie, des intégrateurs qui seront mis en place avec différents modes de paiement pour que celui qui a une carte puisse payer, celui qui peut payer avec la monnaie électronique, la monnaie mobile puisse le faire. Ça, ce sont des accessoires que l'on devrait, la gestion même qui devrait être mise en place. Donc, de ce côté-là, moi, je vous garantis vraiment que cette histoire sera définitivement réglée et dans les prochains mois, vous y verrez, vous aurez plaisir à prendre des points CD et même à les recommander à différentes personnes. Okay. Merci, c'est bien reçu, mais c'est très prochainement, bien sûr. Alors, si ce n'est pas fait prochainement, nous allons marteler dessus. Nous allons faire du bruit. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Nous allons faire une contre-campagne. C'est votre droit. C'est votre droit et même votre devoir. Hein, Okay. de demander à ce que les patrimoines de la République soient gérés et optimisés parce que c'est quand même un bien de la République. En tant que citoyen, on a le droit de revendiquer son utilisation et même sa santé, quoi. Merci, merci en tout cas. Merci, merci Adaël. Nous allons prendre Héritier Kandolo. Après, je pense qu'on prendra Christian. Héritier, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Monsieur Bacter, j'avais juste une question. Je vous ai cru bien entendre parler de la source au fait qui vous a amené à mettre en place la stratégie de RAM, qui était de pouvoir résoudre de grands problèmes qui s'est passé à l'est du pays concernant en fait les demandes de rançon qui sont faites via de mobile money. Bon, derrière, l'idée et la solution était de pouvoir, comme vous l'avez expliqué, de pouvoir mettre en place au fait un système qui pouvait commencer à géolocaliser au fait les demandeurs de rançon. Maintenant, comment vous pouvez garantir la sécurité des informations qui seront transmises et comment vous comptez géolocaliser les utilisateurs? Est-ce que nous, les autres utilisateurs qui ne sont pas concernés, nous serons aussi géolocalisés? C'est quoi la solution tout en gardant la partie vie privée qui exige à ce que vous ne puissiez pas localiser tout le monde sans sa permission? C'est la première question. La seconde question était toujours en termes de domaine, qui est le point CD. Bon, aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que je connais une source pour se donner pour payer un domaine, mais il y a toujours des gens qui le vendent d'une manière non légale, qui le vendent et ils perçoivent de l'argent via Airtel Money, ils vous activent le domaine. La question est de savoir, est-ce que réellement ce domaine-là est géré au niveau du ministère ou le ministère a vraiment le contrôle à 100% sur ce domaine? Parce que s'il avait le contrôle à 100%, il devait au moins voir le nouveau domaine qui venait d'être ajouté. Il avait la possibilité de pouvoir publier. Et puis, j'avais des suggestions concernant en fait la taxe RAM. Je ne sais pas si c'est pas tard. Donc, pour moi, je me dis, la solution de s'attaquer à la population n'est pas une bonne solution, justement parce que l'État congolais récupère 2 fois l'argent. Il récupère l'argent au niveau de la douane, parce que celui qui fait entrer tes téléphones, il n'est pas contrôlé, mais il paye quand même sa douane. Et celui qui paye le téléphone, il se voit bloquer le téléphone et il paye quand même la taxe qui est fixée. Comme vous l'avez dit, après un temps, vous allez payer et après 6 mois, on va désactiver si le téléphone n'est pas original. Donc, il paye la taxe et après, il se voit bloquer l'accès à son téléphone. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire contrôler ces flux-là à la source au niveau de la douane, de laisser ce grand travail à OCC pour que vous soyez libre de pouvoir s'occuper d'autres solutions qui peuvent être la gestion du domaine et tout ce qui va avec le grand projet que vous venez d'expliquer tout au début?
Alors, je commence par répondre à la dernière question, qui est celle des taxes et douanes. Il va falloir comprendre que c'est, il y a une différence. Il y a une différence entre le coût le coût de douane, qui est aussi régi par une autre loi, qui est aussi régi par les différentes organisations qui sont totalement différentes avec ce qui est du secteur, et aussi l'enregistrement des téléphones dans les registres des appareils mobiles. La douane, c'est une affaire qui ne nous concerne pas à ce stade. Ça, c'est vraiment, c'est comme qui dirait, pourquoi est-ce que je dois payer pour une antenne VSAT alors que je l'ai dédouanée? Une fois qu'elle est entrée, moi, j'ai payé la douane, et pourquoi je continue à payer une redevance d'utiliser, qui me permet d'utiliser cette antenne, une redevance annuelle qui me permet d'utiliser cette antenne. C'est totalement différent. Donc, il y a lieu de faire la différence entre les deux. Essayez de couper ça à l'entrée. Comme je l'ai dit, vous pouvez payer la douane, mais aucun système ne vous dira si ce téléphone est contrefait ou pas. Donc, vous arrivez, vous payez, vous déclarez votre téléphone. J'ai autant de téléphones, j'ai 100 000 téléphones. Et après, il va falloir maintenant voir comment le système de douane sera connecté au système de CIR qui permettrait, une fois rallumé les téléphones, il va falloir rallumer tous les téléphones. Si vous avez importé 100 000 téléphones, il va falloir rallumer tous les 100 000 téléphones, les connecter au système, checker si l'email est repris dans le système mis en place, dans la base de données CIR. Vous voyez un peu comment ça sera laborieux. C'est vraiment laborieux. Et je pense que ce sera très, très difficile de mettre un tel mécanisme au niveau des douanes. Mais par contre, aussitôt que tu allumes un téléphone, il se connecte au système, il capte les réseaux, il se connecte chez les opérateurs. Ça nous permet automatiquement de déterminer si par le système d'authentification, ça nous permet de définir clairement si le téléphone est contrefait ou pas. Donc, c'est quand même important de faire la différence et de voir comment c'est difficile d'implémenter un tel système au niveau des douanes, au niveau des entrées des différentes barrières ou des différentes frontières. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, pour le point CD, il y a des gens qui perçoivent de l'argent, qui se font payer de l'argent par Airtel Money pour activer les différents noms du domaine. Bon, moi, je vais pas rentrer dans cette gestion quotidienne de PTN, donc du point CD, parce que je n'aimerais pas non plus essayer de commenter là-dessus, puisque je n'ai pas de preuves, mais je sais qu'il y a toute une organisation, qui est instituée à percevoir de l'argent et même à vendre des noms de domaine à ce stade. Donc, de ce côté-là, vous m'excuserez, vraiment, je ne saurais pas donner des réponses, mais plutôt, si vous n'avez pas les contacts ou même la procédure pour acquérir un autre domaine, je crois que je me ferai le plaisir ou même le devoir de vous donner soit le numéro d'une personne qui est en charge de la vente, et elle vous donnera tous les détails en ce qui concerne la vente. Mais pour les suggestions, merci pour les suggestions, on en tiendra compte. Je les partagerai avec l'institution qui sont, avec les différentes institutions ou l'institution qui prend en charge la gestion quotidienne du point CD. Par rapport à la protection des données, je sais que l'autorité des régulations est mieux outillée pour veiller à ce que les données personnelles ne soient pas utilisées ou ne soient pas violées, ou la confidentialité de ces données ne soit pas violée. Donc, c'est eux les propriétaires du système, c'est eux qui implémentent les systèmes, et ils savent qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour que les données soient mal utilisées ou ne servent, ou se rassurer que ces données ne servent qu'à l'usage pour lequel ils ont été pris. Ils ont été pris. Voilà.
Bon, je vous ai entendu parler de la première question qui était bon, la dernière que vous avez utilisée comme la première, qui était concernant en fait le test de plusieurs téléphones à la source. Mais toujours en fait dans le même système, c'est que aujourd'hui vous pouvez pas nous confirmer que la quantité de téléphones produits par Samsung ou produits par Apple a été testée à 100%. Ils prennent toujours des échantillons. Donc, vous pouvez toujours partir par une solution d'échantillonnage et sur ce fait-là, dégager une solution. Et avec l'échantillonnage, c'est mieux que de prendre en test la plupart des téléphones qui seront importés ou qui seront importés de l'extérieur du pays. Donc, je pense, Bon, pour moi, pour répondre à cette question, j'y vais tout de suite pour gagner un peu du temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions. Les téléphones sont comme les ordinateurs. Ils ont ce qu'on appelle une adresse unique, qu'on appelle l'email. Ce n'est pas de la nourriture que l'on peut prendre pour voir si, par exemple, on a des poulets, on doit tester, on doit échantillonner, je crois, 10 poulets pour voir s'ils sont avariés ou pas. Là, on doit se rassurer si l'identité du téléphone est reprise dans la base de données CIR. C'est pour ça que le téléphone doit être forcément connecté individuellement à la base de données pour vérifier pour faire la correspondance entre l'email du téléphone et ceux-là qui sont repris dans les différentes bases de données CIR. d'accord. Bon, je n'ai pas trop de choses à dire, justement parce que ça commence à partir, quoi. Donc, ce que je vais demander, ça sera si on peut avoir, à l'aide des organisateurs, si on peut avoir une autre session qui va vraiment parler de ça. Mais sinon, c'est pas compréhensible de pouvoir demander à quelqu'un de payer une taxe et derrière donc, ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Il y a un service qui est donné en contrepartie. Ce service-là ou redevance, et après le voir retirer accès à son téléphone, justement parce que lui, il n'a pas de moyen de vérification à l'achat et le pays ne veut pas vérifier à la source. Merci. D'accord, merci bien, merci bien. Mais je voudrais, Paterne, si tu me permets, je voudrais aborder sur un point de vue impact social par rapport à cette question. Je prends par exemple une maman qui est à Malembankulu, qui a pu acheter un téléphone pour communiquer avec ses enfants qui sont loin et qui n'a aucune idée déjà de comment le téléphone fonctionne, encore moins concernant la RAM, parce que parfois les messages viennent dans nos téléphones, nous sommes assez instruits, on peut lire le message, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment une grande vulgarisation par rapport à ça. Alors, bon, imaginez-vous que au bout de 6 mois, de 2 ans, parce que le device qu'elle utilise a été contrefait, et puis on lui notifie, comme tu l'avais expliqué, que qu'elle sera sûre de faire. Peut permettre à ce que d'autres gens posent aussi des questions. Sinon, on va s'éterniser ici. S'il y a des commentaires qui s'y reviennent, hein? Bien sûr, on pose bien sûr. une ou deux questions et puis on passe à une autre personne comme ça. Le temps que les 30 minutes qu'on nous a accordé puisse s'éterniser, puisse se terminer. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, sur ce point de vue, peut-être qu'on va en parler après. Il y aura un impact social parce que la pauvre maman sera pénalisée. Je donne la parole à Andrine Tamboué et ensuite, ça sera suivi par Cyril Mpingo. Et ça sera les 2 dernières questions. On va clôturer notre session. J'aimerais répondre à cette question. C'est beaucoup plus sur l'impact avec nos mamans. Que représente ce nombre de personnes de Malembankulu disons, qui seraient impactées par cela? Que représente en termes de ratio le pourcentage? Voilà. Donc, il est tellement minime qu'il ne pourrait pas nous empêcher de mettre en place un système qui aiderait la population, qui servirait
population. D'accord, d'accord. OK, on va prendre... David, David, je pense que c'était moi qui devrais intervenir. Tu te rappelles? OK, Christian, vas-y. Comme ça, André vient juste après et puis Cyril en clôture. Désolé vraiment, André. Merci beaucoup, merci Patern et merci aussi à l'organisation de ce webinaire. Je réponds au nom de Christian. Je suis membre de l'ICT de 143. Je suis avec intérêt à ce webinaire et je vous en félicite. Patern, je reviens avec des propositions et 2 ou 3 petites questions. La proposition est que nous puissions avoir un bon moment de parler par rapport à la RAM. Parce que ça reste un sujet, pas tabou, mais un sujet de vulgarisation. Nous sommes au nombre de 31 ici. Je ne sais pas ce que ça représente à la tech au niveau de la RDC. Et ce n'est pas seulement la tech, mais il y a la plupart des gens qui nous viennent avec cette question. Voilà, on m'a coupé mes unités. C'est quoi au juste? Alors, je pense qu'on devrait organiser encore une autre séance et d'autres séances de vulgarisation. Comme ça, la population va essayer de comprendre et vous allez faire l'évaluation par rapport à tout cela. Ça, ce sont des propositions, mais je m'en vais directement à ma question. J'en ai au moins 3 questions. Je sais qu'on n'aura pas le temps peut-être de tout répondre aujourd'hui, mais j'aurai quand même l'occasion peut-être prochainement quand on va organiser d'avoir d'autres amples réponses. Ma question est de savoir comment c'était le sujet du jour, l'état des liés. On a essayé d'écouter les bilans et les perspectives. Je ne sais pas, je ne peux pas poser à d'autres sous-points là-bas, mais je m'en vais directement par rapport au bilan comme question. Quel est le bilan du ministère de pédentique? Je ne sais pas le bilan. Pendant que vous aviez fait tout ce temps-là, le bilan est comment? Positif, négatif? Mais je sais que chacun de nous, parmi les 31 personnes, 31 personnes et d'autres qui sont connectés derrière ces ordinateurs, ils ont aussi les réponses par rapport au bilan. Ma deuxième question, c'était par rapport au data center que l'un de nos collègues ici a posé. Je pense que c'est vraiment capital et important d'en discuter peut-être prochainement avec large précision et large explication parce que la protection des data, c'est vraiment un défi, un grand défi au niveau de la RDC. Essayez de planifier parmi votre agenda, peut-être prochainement quand vous allez nous revenir, revenez avec des amples précisions par rapport à ça, au data center, au niveau de la RDC. C'est bon, j'ai entendu que vous allez il y a des projets au niveau de Kinshasa, mais je vous proposerai de voir comment le faire au moins dans, je dirais, 3 provinces ou bien 4 provinces. Et là, ça va faire, ça va faire une bonne protection en tout, qui est de rester seulement au niveau de Kinshasa. Ma toute dernière question, c'est votre rapport ou bien votre apport avec nos services de télécom, parce que nous voyons des fois des perturbations, nous voyons des fois, ils décident, pas décider, mais ils arrivent aussi des fois qu'ils ont des soucis. Maintenant, votre apport par rapport à tout ça, ou bien l'apport des ministères par rapport à tout ce qui se passe avec nos télécoms, c'est quoi? Parce qu'il y a un souci que nous remarquons et le ministère est là-bas, on ne sait pas quel est votre apport par rapport à ça. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci pour la question. Et j'aime beaucoup la première question qui est celle du bilan. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nous permet nous-mêmes aussi de nous évaluer et de nous remettre en question pour voir si on fait bien les choses ou on ne les fait pas bien. Et si vous demandez
à quelqu'un qui a écrit si vous demandez à quelqu'un qui a écrit un poème, vous lui demandez de juger son propre poème, il vous dira je l'ai bien fait, mon bilan est positif, mon bilan il a été extraordinaire. Voilà. Donc c'est pareil pour nous. Nous aussi, notre bilan est positif par rapport aux réalisations, par rapport aux retombées sur les secteurs aussi, et par rapport aux différentes initiatives que nous avons mises en place. Mais le reste, comme nous sommes dans la démocratie, donc c'est à chacun de voir comment il va nous juger. Il y en a ceux-là qui ont fustigé l'arrêté en disant que c'était... il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que le ministre était là pour bouffer de l'argent. Et bon, si seulement ils savaient c'est quoi qui se passait en interne, ils n'auraient pas tenu ce type de langage. Mais bon, on comprend que c'est la démocratie. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, est libre de dire ce qu'il y a, mais c'est toujours mieux de chercher à savoir c'est quoi c'est quoi les réalités auxquelles nous sommes confrontés et qu'est-ce que nous essayons de faire, qu'est-ce que nous essayons de mettre en place comme sacrifice pour arriver, ne fût-ce qu'à faire bouger les secteurs comme nous le faisons bouger. Donc, de ce côté-là, je pense que je vous laisserai à vous plutôt de répondre à cette question du bilan parce que c'est vous qui en savez les causes et les conséquences. Donc, moi, je dirais très facilement, si ça ne dépend que de moi, je dirais que le bilan, il est largement positif. Alors, pour ce qui est des data centers, comme je vous ai dit, il y a lieu de faire la différence entre les data centers privés et les data centers publics. Donc, de ce côté-là, comme vous dites, si on a l'opportunité, bon, moi, je pense que je pourrais être disponible encore à la demande des organisateurs. Donc, je me ferai le plaisir et même le devoir d'être avec vous pour répondre aux questions qui restent pendantes et essayer d'apporter des éclaircissements pour des points qui n'ont pas été bien éclairés. Et en ce qui concerne les data centers, je pense que j'ai été suffisamment clair. Je ne pense pas pouvoir revenir dessus pour qu'on puisse donner au moins l'opportunité aux autres de poser leurs questions. Par rapport au service, non, à notre apport que nous avons apporté aux télécoms, je vais vous donner juste un seul exemple. Je me rappelle très bien quand le Covid était à son pic, la demande de data a accru et il était question pour nous de trouver une solution afin d'aider aux opérateurs de porter ou d'arriver à gérer cette demande. Donc, nous avons mis à la disposition des opérateurs des fréquences qui les ont permis, de gérer cette quantité ou cette demande de manière à ce que les réseaux ne soient pas perturbés, mais que l'on puisse répondre au moins à la demande de la data, quoi. Donc, de ce côté-là, ce sont des types d'apports que nous apportons. Parfois, ils ont des difficultés, les opérateurs même ont des difficultés avec les différentes entités étatiques. Et les ministres, en tant que défenseurs du gouvernement et défenseurs des opérateurs du secteur, se voient obligés de jouer l'arbitre. Donc, il fait l'arbitrage pour permettre à l'un et à l'autre d'arriver à un accord win-win, gagnant-gagnant, pour permettre non seulement au secteur d'avancer, mais aussi au gouvernement de se retrouver dans sa politique. Merci. Merci bien, Paterne. On va prendre André rapidement avant que Cyril aussi intervienne. Il y a une dernière question de Madame Olga que je vais donner juste à la fin. Donc, André, s'il te plaît. Ok, bonsoir. Bonsoir. Au fait, j'ai deux questions. Les deux questions sont liées. La première concerne l'Ordre des informaticiens du Congo qui a été, qui a fait sa première sortie officielle
je crois, en décembre 2014. C'était à l'époque où le ministre était M. Kinkei Mulumba. Bon, depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle de l'Ordre des informaticiens. Ça fait plus de 6 ans. On ne sait pas ce que le ministère en fait. On ne sait pas ce qu'il faut pour adhérer à l'Ordre des informaticiens. Au fait, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous saurez nous donner la situation de cet ordre des informaticiens, parce que c'est quelque chose quand même qui sera très intéressant pour nous, à l'image de l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs civils, ainsi de suite. La deuxième question, comme je dis, qui est la première, c'est concernant ce que vous prévoyez au ministère afin de promouvoir la main-d'œuvre locale dans le numérique. Moi, ça fera bientôt 20 ans que je travaille, que je suis dans le milieu professionnel du numérique au pays. Et vous conviendrez avec moi que c'est pénible pour un informaticien congolais de gagner des marchés, soit comme entrepreneur indépendant et même un employé informaticien de mettre ses compétences en avant pour faire avancer son entreprise, que ce soit dans le secteur public ou privé. Plusieurs entreprises dans le secteur public ou privé préfèrent sous-traiter avec une main-d'œuvre étrangère qui parfois n'apporte pas des services de qualité. Alors, je ne sais pas quel plan vous prévoyez. Si vous prévoyez peut-être dans l'avenir, au cas où vous avez un plan pour renforcer l'ordre des informaticiens du Congo, si vous prévoyez quelque chose du genre avant de prester des services dans le pays, il faut être membre des informaticiens du Congo. Qu'est-ce que vous prévoyez comme mécanisme pour promouvoir la main-d'œuvre locale? Merci. OK. Pour la première question qui est celle de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'ordre des informaticiens, je ne sais pas y répondre actuellement, mais je pense que je vais devoir me rapprocher des différentes institutions pour essayer de trouver la réponse et aussi la partager, soit sur la page de Jovan Group ou sur... on verra avec les organisateurs comment faire parvenir cette réponse. Alors, en ce qui concerne la promotion des différentes entreprises locales œuvrant dans les numériques, je pense que nous avons une loi, la loi sur la sous-traitance, et nous devons plutôt nous battre pour que cette loi soit exercée dans tous les secteurs, pas seulement les secteurs miniers, mais aussi les secteurs de TIC. Alors, il est très important de savoir que, moi je vous donnerai l'exemple d'un pays que j'ai visité. Dans ce pays, il y a une organisation qui s'apparente au RAN, Réseau des acteurs numériques que nous avons ici, mais qui est reconnu au niveau de l'État. Tous les projets numériques de l'État sont déversés dans cette organisation. Cette organisation regorge à peu près 40 000 entreprises de TIC dans ce pays-là. Et que tous les projets de l'État TIC sont déversés dans cette organisation. Et c'est cette organisation qui arrive à choisir les meilleurs prestataires qui répondraient à ces différentes offres. Et il facilite la main-d'œuvre locale. Et vous ne verrez jamais un étranger ou une entreprise étrangère dans ces différents pays venir rafler un marché ou un quelconque petit business par-ci ou par-là dans ces 10 pays. Donc, je pense qu'il serait mieux aussi que l'on pense à ce stade à comment sécuriser nos entreprises locales, non seulement par la loi de la sous-traitance, mais aussi par d'autres textes qui accompagneront la loi de la sous-traitance ainsi que sa mise en œuvre dans les différents ou dans les secteurs des TIC. Merci.
Nous allons prendre Cyril Mpingo. Ok, merci la parole. pour la parole. Paterne. Cyril, on ne t'entend pas très bien. Allô, bonsoir, vous m'entendez très bien? Ouais, là, ça va mieux. Ah, d'accord. Merci pour la parole. J'avais une question adressée à M. Paterne. Et la question est liée beaucoup plus à l'implantation de la fibre optique que nous voyons principalement ici à Lubumbashi. Alors, je voulais savoir, est-ce que le ministère a des cellules en province pour suivre un peu la qualité ainsi que les normes aux entreprises qui mettent ça en place? Ma question est posée au constat qui est fait ici à Lubumbashi où on voit certaines sociétés creusées presque par... Cyril, pour nous permettre de bien répondre à ta question, est-ce que tu veux bien l'écrire parce qu'on ne t'entend pas du tout? Voilà. Le temps qu'il est en train d'écrire, nous avons une question de Madame Olga. Elle voudrait vraiment que Paterne y réponde. Voilà sa question. Un conseiller du ministre Petentik qui organise un webinaire et le taux de participation n'est même pas de 1% de la population tech. Quelles leçons vous, monsieur le conseiller, vous tirez sur le plan organisationnel, sur le plan de la communauté tech? C'est vraiment un point de vue qu'elle aimerait collecter. Mais à cela, il y a une deuxième question qu'elle pose, c'est qu'est-ce qui bloque la prise en charge totale du numérique dans le processus de développement de la RD? Et enfin, que pensez-vous de scinder le ministère Petentik en deux, télécom et celui de l'économie numérique? Je ne sais pas si les questions sont bien notées, cher Paterne. Je peux répéter au besoin. J'ai pu les lire, j'ai pu regarder parce que mon chat est ouvert, donc je sais voir. D'accord, ok. Madame Olga, bonsoir. Je profite de l'occasion pour m'excuser si mes propos vous ont choqué l'autre fois dans un de mes tweets, parce que j'ai vu que ça vous a choqué, vous vous êtes plaint, mais mon intention n'était pas de vous choquer, mais je devais y répondre. Donc, je suis vraiment désolé pour ça. Deuxièmement, pour répondre à la première question qui est le taux de participation à ce webinaire. Bon, le taux de participation ne dépend pas de moi parce que moi, je ne suis qu'un invité et c'est plutôt les organisateurs qui, eux, devaient se rassurer qu'il y ait autant de monde pour participer et sûrement poser des questions et chercher à avoir un peu plus de lumière par rapport à la gestion ou par rapport aux actions prises par le ministère des Pédiatries. Et pour ce qui est de la prise en charge, de la mise en œuvre de télécom, du numérique, enfin le décollage, nous avons un plan, mais il nous faut une feuille de route. Il nous faut une feuille de route et aussi il faudrait l'adoption de ce plan pour que le gouvernement se l'approprie. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs actions reprises dans le plan que le ministère est en train de déployer ou de développer aujourd'hui à travers son programme ou à travers le programme du gouvernement. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en place. J'ai parlé de l'Internet du gouvernement, de l'Internet de la santé, de la construction des réseaux, du réseau de transmission backbone,
il y a plusieurs choses qui sont certes faites de manière isolée, mais qui rentrent dans la mise en œuvre du plan national numérique. Donc, le ministre soutient et continue à soutenir la vision du chef et fait en sorte que celle-ci puisse arriver donc fait en sorte que les bases du développement de cette vision, de la mise en œuvre ou la matérialisation de cette vision puissent prendre forme. Alors, pour ce qui est de la question sur l'économie numérique et les télécoms, les séparer, moi je répondrai en disant quel serait l'objectif poursuivi en scindant les deux. Mais par contre, faire en sorte que les deux marchent ensemble sans pour autant qu'il y ait des chevauchements dans les différentes attributions ou même dans l'exécution de certains programmes, on ne saura pas. Moi, j'appuierais le fait que les deux devraient marcher ensemble. Pourquoi? Parce que les télécoms aujourd'hui constituent les infrastructures ou les supports de transmission pour la mise en place du numérique. Nous avons, vous pouvez avoir un petit serveur chez vous à la maison ou dans les clouds. Vous utilisez soit la 3G, soit la 4G pour accéder à ce service. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons scinder. Si nous prenons, par exemple, les différentes couches réseau ou les différentes couches d'implémentation de l'infrastructure réseau, vous conviendrez que le numérique vient se greffer à cela. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait séparer cela, mais plutôt muer le tout en économie numérique. Oui, là d'accord, mais tout dépend, comme je l'ai dit, de la vision que l'on poursuit. Soit on veut scinder ou, je ne sais pas, il faudrait qu'on nous dise au moins c'est quoi l'objectif ou la vision, l'objectif recherché ou la vision que l'on a derrière la tête en voulant scinder les deux, Materne, il y a une suite à la question de Olga qui dit, parlant d'infrastructure, le PT-NTIC a-t-il un répertoire, a-t-il répertorié celles existant à ce jour dans le pays? Pardon, reprenez. Parlant d'infrastructure, est-ce que le PT-NTIC, le ministère, a-t-il répertorié les infrastructures existantes à ce jour dans le pays? Alors, oui, c'est pour ça que je vous ai parlé du nombre de kilomètres au début, du nombre de kilomètres déjà déployés par rapport au nombre de kilomètres à vouloir déployer ou ceux dont on a besoin pour le maillage complet de la République. Donc oui, nous avons déjà répertorié ces différentes infrastructures, nous savons qu'est-ce que nous avons qu'est-ce qui nous manque et nous savons comment pallier à ces déficits. Donc, c'est un travail qui a été fait. Bon, quand on parle des infrastructures, personnellement, moi qui suis conseiller en infrastructure numérique, en charge d'infrastructure numérique. Donc, j'ai pris mon temps de travailler avec différentes équipes, les différentes institutions, les différentes entreprises pour savoir un peu qu'est-ce qui a déjà été déployé, comment on peut faire pour essayer de rendre le business des télécoms un peu plus facile et beaucoup plus fluide en termes d'infrastructure. Donc, ce sont des choses sur lesquelles moi-même, personnellement, je me suis penché. Donc, oui, et si vous voulez qu'on puisse en discuter en off, je serai ravi. En tout cas, merci beaucoup, Paterne, pour le temps. Pour la disponibilité, mais aussi la promptitude dans les réactions des gens. Je sais que tous, nous sommes restés sur notre soif, mais ça prouve qu'il y a cette hargne en nous, chacun acteur du numérique, de voir les choses aller de l'avant. Et c'est une bonne chose et nous remercions l'invité pour
Nous remercions l'invité pour son temps et à vous tous aussi, nous vous remercions. Nous vous remercions pour votre participation. Alors, s'il y a des suggestions ou des thématiques qui vont nécessiter à ce que le conseiller du ministre soit encore présent, nous serons disposés à organiser une autre session avec la thématique qui sera la plus demandée pour qu'on puisse nous éclairer davantage sur cette question. Donc, merci à vous tous. Merci à Paterne une fois de plus pour David, excuse-moi, on a demandé à Cyril d'envoyer sa question et il l'a tapé, il insiste à ce que je réponde. Bon, sa question est beaucoup plus celle de savoir si on a un cadre normatif par rapport au déploiement de la fibre et que si on avait des équipes en province qui devraient s'occuper de vérifier si ces normes sont respectées. Alors, je lui dis que le cadre normatif de déploiement de la fibre a été mis en place, il est en attente de validation par la RPTC. Et une fois que cela est validé, ce sont les équipes de la RPTC en province qui vont devoir veiller à ce que ces normes soient respectées. Parce que nous voyons, je ne mâcherai pas le mot, nous voyons par exemple, comment il s'appelle, Africell qui déploie de la fibre sur la ville de Kinshasa en utilisant les tuyaux d'arrosage, ce qui est une insulte aux normes de notre pays. Donc, ce genre de choses devrait être dénoncées et même arrêtées. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui sont faites sans respecter les normes. Et c'est nous, cette infrastructure restera à nous d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est nous qui utilisons. Et si aujourd'hui nous connectons des perturbations, par exemple, elles devraient venir ou elles pourraient venir de ces types d'installations et ça ne nous aide pas. Donc, il va falloir qu'on puisse ouvrir l'œil et pousser toutes ces entreprises à respecter les normes mises en place pour que notre pays aussi, ainsi que la population, puisse en bénéficier. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. Nous vous remercions et nous restons disposés pour d'autres suggestions. Bonne soirée à vous. La question, le webinaire a été enregistré. On pourrait le partager le cas échéant. Merci. En tout cas, je vous dis aussi. Merci beaucoup, David. Bonne soirée. Ok, merci. Au revoir. Bonne soirée.